Cinquième et dernière méditation sur la beauté, de François Cheng. Jusqu'au début du XXe siècle, la création artistique fut placée sous le signe du beau. Les canons de la beauté pouvaient se modifier suivant les époques. Le propre de l'art demeurait le même. Célébrer la beauté, la révéler, créer du beau. Vers la fin du XIXe siècle déjà, et tout au long du XXe siècle, plusieurs facteurs se sont conjugués pour changer cette donne. La laideur des grandes villes, résultat de l'industrialisation forcenée. La conscience d'une modernité basée sur l'idée de la mort de Dieu. L'effondrement de l'humanisme provoqué par les successives tragédies au niveau planétaire. Tous ces éléments ont bouleversé la conception traditionnelle de l'art, lequel ne se limite plus à l'exaltation du beau, reconnu comme tel. Par une sorte d'expressionnisme généralisé, la création artistique, à l'instar de la littérature, qui a connu un éveil plus tôt, entend avoir affaire à toute la réalité des vivants et à tout l'imaginaire de l'homme, n'ayant plus pour seule visée le beau, sauf sur le plan stylistique, elle n'hésite pas à avoir recours aux ruptures et aux déformations les plus extrêmes. Toutefois, en dépit de l'impression générale d'un déchaînement, dans le bruit et la fureur, le fil d'or du beau ne s'interrompt pas tout à fait. Pour ne citer que quelques peintres les plus connus, figuratifs ou abstraits, Braque, Matisse, Picasso, Chagall, Miro, Bonnard, Derain, Marquet, Morandi, Balthus, de Staël, Kandinsky, Delaunay, Bazaine, Hartung, Saint Francis, Rothko, Manesier, Soulages, Cao Wu. À travers eux, ou par-dessus eux, la référence à l'expérience du passé reste valable. Je voudrais mentionner ici le point de vue d'un homme qui a un sens aigu de du tragique moderne, le poète-peintre Max Jacob. Dans L'homme de cristal, il écrit en toute simplicité. Ouvrez les guillemets. Sur ma face de mort, on lira mes études, et tout ce qui entre de toute la nature. Dans mon cœur, aspirant à toute beauté, les voyages, la paix, la mer, la forêt. Fermez les guillemets. Et dans les derniers poèmes, il évoque sa nostalgie. Ouvrez les guillemets. Il suffit qu'un enfant de 5 ans, en sa blouse bleu pâle, dessinât sur un album pour que quelques portes s'ouvrît dans la lumière, pour que le château se rebâtît et que l'ocre de la colline se couvrît de fleurs. Fermez les guillemets. Une création artistique digne de ce nom, dévisageant tout le réel, se doit d'entretenir les deux desseins. Elle doit certes exprimer la part violente, souffrante de la vie, ainsi que toutes les formes de déviation de cette vie que cette vie engendre, mais elle a également pour tâche de continuer à révéler ce que l'univers vivant recèle de beauté virtuelle. Chaque artiste, en somme, devrait accomplir la mission assignée par Dante, explorer à la fois l'enfer et le paradis. D'ailleurs, une des preuves de l'existence de cette beauté virtuelle se trouve dans la création artistique même. Dans celle-ci, la recherche de la beauté, de la forme et du style, même si cette beauté nécessaire n'est jamais suffisante, est la marque qui distingue une œuvre d'art des autres productions humaines à but utilitaire. L'art authentique est en soi une conquête de l'esprit. Il élève l'homme à la dignité du créateur, fait jaillir des ténèbres du destin un éclair d'émotion et de jouissance mémorable, une lueur de passion et de compassion que l'on peut partager. Par ses formes toujours renouvelées, il tend vers la vie ouverte en abattant les cloisons de l'habitude et en provoquant une manière neuve de percevoir et de vivre. Quand je parle d'art, j'en ai vu aussi bien la poésie, la peinture que la musique. J'accorde une place plus éminente à la musique occidentale. Dans tous ces domaines, le génie dont l'homme est doté a pu atteindre son plus haut degré d'expression. C'est que l'art est toujours la cristallisation d'un ici et maintenant, apparemment provisoire. L'élévation d'une présence dans le temps comme avènement.
par ses formes réalisées qui réactivent la grande rythmique, il est pour l'homme le moyen suprême de défier les destins et la mort. Cela n'enlève en rien à la valeur d'autres types d'activités et d'engagement. Simplement, l'art a le don de se justifier par son existence propre, par la chose en soi. En lui, l'homme peut puiser une raison d'être pour son existence terrestre. Comment ne pas songer aux strophes désormais célèbres de Baudelaire? Ouvrez les guillemets. C'est un cri répété par 1000 sentinelles, un ordre renvoyé par 1000 porte-voix. C'est un phare allumé sur 1000 citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Fermez les guillemets. Le poète, ici, rend hommage aux grands peintres qui ont fait la gloire de l'art pictural occidental. Ma démarche en sera sensiblement proche. Sans négliger aucune référence valable à divers domaines de l'art, j'ai tendance à mettre l'accent sur la peinture car, concernant le beau, c'est l'art visuel qui s'impose à nous par sa force d'évidence. C'est bien lui qui a suscité au cours des siècles les réflexions les plus concrètes, les plus conséquentes aussi. C'est pourquoi, dans ma réflexion, je solliciterai les deux traditions de pensée que je connais un peu, l'occidentale et la chinoise, comme j'ai commencé à le faire lors de la précédente méditation. Cette fois-ci, j'interrogerai plus spécifiquement la pensée esthétique, ou la philosophie de l'art. Mon propos étant de voir dans quelle mesure, en dépit de la totale confusion dans laquelle nous nous trouvons depuis un siècle, il est encore possible de dégager quelques notions de valeur pour cerner le beau engendré par la création artistique. Précisons qu'il ne s'agit nullement d'une étude systématique. Le présent cadre ne le permettrait pas. Le souci de s'abriter derrière le lourd appareil académique et de ne négliger aucun détail ne peut que contribuer à escamoter ce qui me semble essentiel. Je n'aurai pas pour but d'opposer une fois de plus, et de façon rigide, l'Orient et l'Occident en leurs différences afin de flatter de part et d'autre je ne sais quel penchant narcissique. Cela a été fait. Si nous en restions là, le jeu se révélerait stérile. Je me forcerai, bien entendu, de faire ressortir la différence, mais en la plaçant dans l'optique de la complémentarité. Comment nier que, du fait de l'unicité des êtres et des cultures, la diversité est la condition même de l'humain, quelle est sa richesse et sa chance? Néanmoins, j'ai assez vécu pour observer et comprendre que, très en profondeur, l'effort de l'homme pour tendre vers le beau est de nature universelle. Je ne doute pas que le grand dialogue qui marquera le siècle à venir se fera aussi dans l'esprit non de la confrontation, mais de la compréhension. Seule voie qui vaille. De la pensée esthétique occidentale, connue de tous, je ne mentionnerai que quelques points qui me semblent à moi importants. Si j'insiste plus ici sur la pensée esthétique chinoise, ce n'est pas par préférence. Simplement, j'ai le souci de verser au dossier, en vue d'un dialogue plus poussé, une pièce particulière que je connais mieux. Concernant le courant majeur de la pensée qui a dominé en Occident, depuis les Grecs jusqu'au rationalisme de l'âge moderne, en passant par Descartes, on pourrait dire très schématiquement que ce qui l'a singularisé et ce qui, à bien des égards, a fait sa grandeur, même si depuis un siècle on a mesuré les limites sur le plan philosophique, c'est la démarche dualiste. Un dualisme fondé sur la séparation de l'esprit et de la matière, du sujet et de l'objet. Séparation comme étape nécessaire qui a permis des acquis positifs dont bénéficiera l'humanité tout entière. L'affirmation de l'objet à observer et à analyser a abouti à la logique et à la pensée scientifique. L'affirmation du sujet, elle, a abouti à l'élaboration d'un droit
qui protège son statut, a une liberté effective. Dans le domaine esthétique, cette séparation trop tranchée, tout en ayant suscité des réflexions extrêmement fécondes, n'a pas toujours favorisé un type de démarche qui envisagerait un processus organique, où sujet et objet s'impliquent dans un va-et-vient continu et qui continuellement opère la transformation réciproque. Tout au long d'une pensée qui recherche à cerner le phénomène de la création artistique et à fixer les critères du beau, il y a comme une oscillation ou une irrésolution entre l'affirmation de la prééminence de l'objet et celle du sujet. En simplifiant beaucoup, on peut dire que, depuis la Grèce antique jusqu'au XVIIIe siècle, l'idéal de la beauté qui doit régir la création artistique s'efforce de se baser sur des critères objectifs. L'art ayant pour modèle la nature, en ce qu'elle a de plus vivifiante, de plus inspirante et de plus noble. Platon, dans Phèdre, dit que la beauté se manifeste dans les choses à travers leur intégrité, simplicité, immobilité, félicité, lesquelles appartiennent à leur tour aux apparitions que l'initiation finit par dévoiler à nos regards au sein d'une pure et éclatante lumière. Aristote, dans la métaphysique, reprend la même position, tout en formulant des critères plus concrets. Les formes les plus hautes du beau sont l'ordre, la symétrie, le défini, et c'est là surtout ce que font apparaître les sciences mathématiques. Ces principes objectifs d'ordre, de symétrie et de défini qui entraînent l'idée d'harmonie recherchée, de contraste voulu et de proportion juste demeurent des règles incontestées. Plus tard, les mouvements baroques ont certainement constitué une forme de libération, sans toutefois remettre en cause les règles de base. Au long du XVIIIe siècle, dans divers pays de l'Europe occidentale, on se mit à repenser le problème de la beauté dans l'art. Dans son article sur le beau, Diderot, admirateur de Chardin, a eu une démarche encore fondamentale, classique, avec quelques percées dans le sens d'un regard plus neuf, lorsque, touchant la structure interne d'une œuvre, il soutient, comme nous l'avons vu précédemment, que la beauté qui en émane réside dans les rapports, ou lorsqu'il avance l'idée que par-delà l'imitation, l'art nous apprend à voir dans la nature ce que nous ne voyons pas dans la réalité. C'est dans l'article sur le génie qu'il se montre plus hardi. Le génie est un sujet autonome, libre, créateur de ses propres lois. Toute règle ou contrainte efface sa puissance créatrice à produire le pathétique, le sauvage et le sublime. Toutefois, pour ce XVIIIe siècle, il nous faut tourner notre regard de nouveau vers l'Allemagne. C'est là que va avoir lieu un exceptionnel moment philosophique qu'on appelle l'idéalisme allemand. Depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'aux premières décennies du XIXe, vont se succéder 3 générations de penseurs qui vont entreprendre, sur le sujet qui nous intéresse ici, une interrogation, une quête passionnée et passionnante, et qui vont favoriser la naissance du mouvement littéraire et artistique qu'est le romantisme. Il serait utile pour la suite de notre réflexion que nous résumions cette aventure, fût-ce de manière sommaire et inévitablement maladroite. Commençons comme il se doit par Baumgarten, né en 1714, disciple de Wolff et exact contemporain de Winckelmann, auteur de la très célèbre Histoire de l'art de l'Antiquité. C'est à lui que revient le mérite d'avoir été le premier à émettre le vœu que soit instituée une discipline ayant trait à l'esthétique, sorte de science de la sensibilité, le beau étant à ses yeux la forme sensible de la vérité. Immédiatement après lui, les penseurs allemands se feront un devoir de réfléchir sur la question de la beauté. Kant lui-même n'y fait pas exception. À ses grandes critiques, il ajoutera une critique de la faculté de juger, consacrée à la manière dont l'homme appréhende le beau. Dans cet ouvrage admirable de rigueur et de clarté, le point de vue du philosophe est celui d'un spectateur, qui se trouve devant un objet de beauté ou une œuvre d'art et qui tente de l'apprécier.
Il n'est pas tout à fait celui d'un créateur engagé dans le processus de la création, dont la conscience affronte la beauté comme un défi qui lui est lancé. Cela est logique, car la démarche demande du philosophe est dualiste. Il est dans la position d'un sujet qui aborde l'objet de face avec l'intention de la reconnaître. On sait avec quelle lucidité il a pu mesurer jusqu'où peut tendre la connaissance humaine. Toutefois, on sait aussi que sa réflexion philosophique l'a conduit à poser que la chose en soi, la chose telle qu'elle est en soi, est elle-même. L'homme ne peut la connaître. Pour le philosophe, notre goût est l'élément de base qui permet de juger le beau, et il va nous donner 4 définitions du beau. 1. Le beau est l'objet d'une satisfaction désintéressée. 2. Est-ce beau ce qui plaît universellement sans concept, c'est-à-dire qu'on peut ne pas prouver la beauté, mais seulement l'éprouver. 3. La beauté est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans représentation de fin, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art ne vise pas à une fin utile. 4. Est-ce beau ce qui est reconnu sans concept comme l'objet d'une satisfaction nécessaire, c'est-à-dire que chacun de nous doit nécessairement y être sensible. À nos yeux, ces 4 définitions sont probablement insuffisantes pour appréhender tout l'ébranlement de l'être, toute la transformation potentielle qui s'opère à l'intérieur d'un sujet lorsque le désir et l'esprit de celui-ci sont aux prises avec la beauté. Réagissant à Kant, son maître, Fichte assure que jusqu'à un certain degré, nous pouvons connaître la chose en soi, dans la mesure où celle-ci est à la base même de l'esprit, connaissance de l'humain, de l'homme. Exaltant le sujet, réfléchissant qui puise en lui-même les ressources de la connaissance, il bâtit un système qui finit par devenir un idéalisme absolu, où il n'y a d'autre réalité que le moi. Réagissant à son tour à son maître, Fichte, Schelling parachève en quelque sorte l'intense jeu dialectique qui s'est joué sur 3 générations. Schelling est pénétré de l'importance du sujet connaissant, agissant, créant. Il sait aussi qu'un subjectivisme, son garde-fou, verse dans l'arbitraire et conduit à une voie contraire à la vérité de la vie. Il faut à la conscience humaine non un complice chimérique, ni un opposant stérile, mais un partenaire, un interlocuteur. Ce dernier ne saurait être arbitrairement choisi, selon le bon vouloir de l'homme. Il doit être la source même de la vie. Et pour Schelling, ce sera la nature, à laquelle il donne un sens proche de celui que les Grecs donnent au mot physis. À ses yeux, la nature en sa profondeur potentielle et irrévélée n'est pas simplement une entité passive et servile, une simple source de matière première, ou pire, un cadre décoratif pour l'homme. Elle est la force cosmique, primitive, relevant d'un principe sacré et éternellement créatrice. En nouant avec elle un dialogue continu et exigeant, l'homme est assuré d'être dans l'authentique voie de la vie et de la création. L'essentiel de la pensée de Schelling se trouve exprimé dans son ouvrage Système de l'idéalisme transcendantal, publié en 1800. Il met la véritable création artistique à la place suprême, au-dessus même de la pure spéculation philosophique. Il s'emploie à montrer que, avide de connaître l'absolu, l'esprit, celui qui habite l'homme, s'engage dans une quête dont l'objet est la recherche de l'identité du moi et de celle du monde. Cette identité supérieure, où le moi et le monde coïncident, seul l'art peut le réaliser. Car dans l'acte de création, l'artiste objective l'idée dans la matière et par là subjective aussi la matière. Dans l'art sont alors réunis les contraires apparemment irréconciliables que sont esprit et nature, sujet et monde, singulier et universel.
L'œuvre qui atteint la grandeur contient une infinité d'intentions et de virtualités. Elle est véritablement la figure de l'infini dans le fini. Seul lieu où les contradictions se résolvent dans l'apaisement. Schelling est à mes yeux, parmi tous les penseurs occidentaux, celui dont la vision sur l'art est la plus proche de celle qui nourrit les peintres lettrés chinois, même si, pour la pensée chinoise fondée sur l'idée du souffle, la notion d'identité absolue possède quelque chose de trop fixe, de trop statique. Malheureusement, la pensée de Schelling sera vite éclipsée par celle de son disciple Hegel, dont le génie va tout balayer sur son chemin. L'équilibre fragile fondé sur le respect que l'homme porte à l'autre, la nature ou l'univers vivant, et sur l'échange sincère et bénéfique entre deux interlocuteurs sera rompu par le système par trop écrasant de Hegel. Nous connaissons, bien entendu, toute la grandeur de la pensée de Hegel. Nous osons cependant avancer ceci. En anticipant le triomphe des idées absolues, qui entraînera, selon le philosophe, la disparition de la création artistique et de la religion, l'objet, en tant que négation qui permet au sujet-esprit de se dépasser, ne semble plus qu'une sorte de tremplin provisoire, de prétexte utilitaire, et non comme Schelling, une entité qui, apportant contradiction et exigence constructive, serait destinée à durer. Si nous admettons surtout en art que l'essentiel est ce qui naît entre les interlocuteurs selon le principe de vie en vue d'une transformation commune, alors la dialectique hegelienne n'est pas à proprement parler dialogale. Elle ne suit pas vraiment un mouvement ternaire. Après Hegel, dans le domaine de la pensée esthétique, tandis que Nietzsche exalte l'énergie vitale d'inspiration dionysiaque, Benedetto Croce met en avant l'expression subjective de l'esprit humain. Paradoxalement, ou heureusement, durant cette même période, les artistes, eux, et surtout les impressionnistes, ont d'instinct compris la nécessité de renouer l'authentique dialogue avec la nature. Un Pissarro, un Monet, un Van Gogh, un Gauguin, un Renoir, un Sisley, chacun à sa manière est allé au bout de sa vision, vivifié par les ressources inépuisables d'une nature retrouvée. Sans nullement chercher à les comparer aux autres, j'insisterai cependant sur le cas de Cézanne, qui me semble être allé plus loin dans le sens de la profondeur, lorsqu'il a entrepris de peindre les rochers, les arbres de la Sainte Victoire. Par-delà le temps atmosphérique, il a plongé dans un temps géologique, et assisté à l'intérieur de cette remontée de la force tellurique depuis l'obscurité originaire jusqu'à la clarté du jour, jusqu'au déploiement rythmique de ce que la Terre porte en elle comme forme variée, rendue plus variée encore par ce fascinant jeu de lumière que le soleil dispense. Chez Cézanne, la beauté est formée de rencontres à tous les niveaux. Au niveau de la nature représentée, c'est la rencontre entre le caché et le manifesté, entre le mouvement et la fixité. Au niveau de l'agir de l'artiste, c'est la rencontre entre les touches apposées, entre les couleurs appliquées. Et au-dessus de cet ensemble, il y a la rencontre décisive entre l'esprit de l'homme et celui du paysage, à un moment privilégié, avec des intervalles, ce quelque chose de tremblant, de vibrant, d'inachevé, comme si l'artiste se faisait réserve ou accueil, en attendant la venue de quelque visiteur qui sache habiter ce qui a été offert, capté. Oui, à l'aube du XXe siècle, se dresse en Occident cette figure singulière avec qui, par-dessus les siècles, les grands maîtres de Tong et des Yang viendraient volontiers converser. Indéniablement, l'œuvre de Cézanne est la plus proche de la grande voie du paysage en Chine. Elle a assez d'envergure pour être le lieu de jonction où les deux traditions peuvent se reconnaître et se féconder, en ceci que dans la perspective d'un commun renouvellement. Car du côté de l'Occident, le cubisme n'a exploité qu'une part superficielle de toute la richesse contenue dans cette œuvre.
Rien d'étonnant à ce que, après l'avènement de la pensée phénoménologique, ces tentatives d'un retour aux choses, un Merleau-Ponty ait voulu étudier le phénomène de la perception et de la création d'après l'expérience de Cézanne, passant en été au pied de la montagne Sainte-Victoire, sur les traces du peintre, il a observé que l'acte de percevoir et de créer naissait du chiasme, notion que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises. Chiasme formé par l'entrecroisement des regards, lequel entraîne celui des corps et des esprits. Dans ce jeu de rencontre totale, le sujet regardant n'est pas moins regardé, tant il est vrai que le monde regardé se révèle lui aussi un regardant. Entre les deux entités en présence, l'entrecroisement en question se transmue en interpénétration. C'est bien à travers d'un corps à corps et d'un esprit à esprit qu'advient la vraie perception-création. Toujours dans l'ère intellectuelle de la phénoménologie, bien qu'il n'admette pas tout à fait cette parenté, Heidegger a puisé lui aussi certaines leçons chez Cézanne et plus lointainement chez Lao-Tzu. Méditant sur la nature et la signification d'une œuvre d'art, il fait appel entre autres à l'image du vase vide. Celui-ci, en sa simplicité même, relie pourtant la terre et le ciel, l'humain et le divin. Toute œuvre d'art, digne de ce nom, est douée de ce pouvoir de reliance. Nous ne pouvons ne pas y entendre un écho à la pensée de Schelling que Heidegger a beaucoup étudiée. Tout cela concerne la démarche générale de la pensée occidentale sur la création artistique. Cette pensée, bien entendu, est allée plus loin dans l'investigation concrète de cette pratique. S'appuyant sur une histoire de l'art solidement constituée, elle a proposé des éléments pour distinguer style et genre, des modèles pour cerner forme et structure, des figures rhétoriques, métaphores, métonymie, allégories, symboles, etc., pour décrire les multiples procédés dans la réalisation d'une œuvre. J'aimerais remonter maintenant, fût-ce brièvement, aux deux notions initiales qui ont présidé à l'orientation de l'art occidental, à savoir le mimésis et la catharsis. Le terme mimésis, imitation, a donné lieu à de nombreuses interprétations. Je m'en tiens ici au sens que lui donnent Platon et Aristote. Dans la philosophie de Platon, le mimésis a deux significations un peu contraires. Elle est d'une part un art de la copie, conforme, de l'autre un art de l'apparence illusoire. Si l'artiste reproduit une œuvre conforme au canon des productions du corps humain, il crée une œuvre vraie. Précisons à ce propos que, dans la Grèce antique, la forme artistique majeure est la sculpture. Y est célébré avant tout le corps humain. Dans cette figure idéalisée de beauté et de désir, derrière laquelle, en pressant la main divine, l'apparence et le fond sont confondus. En revanche, lorsque l'artiste s'éloigne de la vérité objective, il crée une œuvre où la ressemblance n'est qu'artifice, illusion, simulacre. Cet art du trompe-l'œil est condamné par Platon. Ainsi, seront exclus de la cité idéale, telle que le philosophe la pense dans la République, peintre et poète. Aristote rejette cette dichotomie opérée par Platon, et soutient que dans sa poétique que le principe de tous les arts est dans la mimésis. La philosophie sait que l'art passe par la forme à travers une matière, que l'artiste travaillant la matière pour lui donner une forme sera forcément amené à maîtriser matière et forme, et à les connaître. Ce qui lui permet d'affirmer que le travail de la mimésis est un processus de connaissance. Il y a chez l'artiste cette posture initiale inspirée par le souci de reproduire qui a déterminé l'esprit de l'art occidental. L'homme capable de reproduire exalte en lui-même la prouesse technique. L'homme capable de connaître la matière et de créer la forme aiguisée toujours davantage
aiguise toujours davantage son désir de la maîtrise du monde. L'idée de mimésis existe dans toutes les cultures, mais c'est en Occident que sa pratique a été menée à ses extrêmes conséquences, grâce sans doute à cet éveil très précoce de sa signification spécifique. Si l'on regarde de manière globale la peinture et la sculpture occidentale, mettons à part la musique, jusqu'au XIXe siècle, il semble possible d'en dégager la ligne de force. Plutôt qu'à créer un état de rêve ou de pure communion, la tendance dominante vise à dompter le réel par la figuration véridique. L'esprit qui anime cet art est celui de la conquête. Je n'use nullement de ce dernier terme dans un sens péjoratif. Il est vrai qu'un esprit de conquête, exclusif, exagéré et aveugle, celui qui crée et l'empêche d'accomplir toute la tâche que l'art attend de lui. Néanmoins, en sa meilleure part, cet esprit a fait la grandeur de l'art occidental, grandeur de la connaissance. Connaissance pratique d'abord, observation minutieuse des effets d'optique et des phénomènes atmosphériques, analyse des composantes de la matière minérale, végétale et animale, et conquête parmi les conquêtes, formulation précise des lois de la perspective. Mais ce sont des connaissances d'un autre ordre que nous voudrions souligner. Héritier de la Grèce et de la tradition judéo-chrétienne, l'art occidental a représenté inlassablement les paysages où se jouent les drames et les aspirations de l'homme. Le corps même de l'homme, corps charnel tout d'éclat et de plaisir certes, mais aussi corps de violence et de souffrance, victime de cruauté et de dérusion, corps offert au sacrifice et à l'espoir de la rédemption. Par-delà les paysages et les corps, l'art occidental est parmi tous les arts du monde celui qui a le plus dévisagé le visage, le plus scruté toutes les facettes de son mystère. Mystère de sa beauté émouvante, mystère non moins hallucinante de sa capacité à glisser vers les hideeuses grimaces. Entre beauté et hideur se concentre sur un visage toute une gamme d'expressions à travers lesquelles la vie irrévélée cherche à se dire. Tendresse, ravissement, jubilation, élan et extase, quête, solitude, mélancolie, colère, désolation, désespoir. Parmi tous ceux qui ont sondé ce mystère, Rembrandt, qui vient après les grands renaissants, est certainement digne d'occuper la place la plus éminente. Quant à la nation de Catharsis, elle a également été étudiée par Aristote au sujet des passions dans sa poétique. C'est, au théâtre et à la tragédie en particulier, qu'est lié ce terme grec qui signifie la purgation, la purge au sens quasi médical du mot, et dans un sens plus élevé, la purification. Car le spectateur assistant à la représentation d'une tragédie y participe mentalement. Il peut éprouver toutes sortes de sentiments dont les dominants seront la crainte et la pitié. Il connaît le soulagement lorsque, au terme du drame, l'injustice est réparée, ou que le criminel est en proie au remords ou puni. Si la tragédie parvient à explorer en profondeur le mystère de la destinée humaine, et que le spectateur expérimente la frayeur sacrée, la purification qui en résulte est à comprendre comme un retournement intérieur, une élévation spirituelle. Quelle que soit l'évolution intervenue dans le développement de la tragédie grecque à l'âge classique, une évolution qui voit la prédominance du destin céder le pas au débat de la conscience humaine, le sacré y est présent. C'est notamment la voix du cœur qui commente les actes, s'en lamente ou s'en félicite, et qui invoque les puissances d'en haut, lesquelles offrent une figure distante et intransigeante, d'où la tension dramatique. Par ce biais, l'humain se mesure à l'aune du divin. La condition des mortels est appréhendée à la lumière de celle des dieux. La mort, ici, s'affiche comme la ligne indépassable, et dans le même temps, paradoxalement, comme l'espoir même du dépassement.
Elle s'offre en effet comme l'unique chance d'une rédemption ou d'une transfiguration. Sous-jacent à toutes les tragédies demeure le mythe d'Orphée, lequel préfigure la passion du Christ qui entra l'imaginaire occidental par-delà toute question de croyance. Cet éclairage nous montre que seul un retournement spirituel et une transfiguration permettent à certaines tragédies humaines de se transmurer en beauté. À mes yeux, la tragédie grecque en est le fondement. Elle contribue à la grandeur dont nous avons parlé. Elle imprégnera plus tard toutes les formes de la tradition artistique: théâtre, littérature, peinture, musique et danse. À côté de la tradition artistique occidentale, caractérisée par son développement continuel et par la longue réflexion théorique qui l'a accompagnée, je ne vois guère que la tradition artistique chinoise qui lui soit comparable. Durant près de 3 millénaires, la Chine a connu une création artistique d'une remarquable continuité. Non moins remarquable est le fait qu'elle a été accumulée, au cours de ces longs siècles, un impressionnant corpus de textes théoriques issus de penseurs puis d'artistes eux-mêmes. Cela, surtout dans le domaine de la poésie, de la calligraphie et de la peinture. Ces trois arts ont entretenu des rapports organiques. Ils formeront une pratique unifiée lorsque prendra naissance la peinture dite des lettrés, vers le XIe siècle. Les peintres lettrés prendront désormais l'habitude d'insérer dans leurs tableaux des poèmes calligraphiés. Les trois arts en un ont porté si haut l'expression de l'esprit humain que les Chinois ont fini par les considérer comme la forme suprême de l'accomplissement de l'homme. Observant cette tradition spécifique, je serais tenté de paraphraser Kant, mais en l'inversant. Je dirais que la connaissance du beau est universelle et fondée sur des concepts, qu'elle est désintéressée mais ayant sa finalité. Car curieusement, c'est dans la théorie poétique, et plus encore dans la théorie picturale, tous deux nourris d'expériences pratiques, que la pensée chinoise a engendré le plus grand nombre de notions, dont certaines, de portée générale, sont des véritables concepts. Quant à la finalité du beau, du moins celui que produit l'art, un art qui de fait tire son essence de la beauté contenue dans la nature, l'homme chinois de la haute époque ne doute pas que là se trouve la vie la plus vraie que le destin terrestre permette de rejoindre. La finalité de la beauté artistique, en son état le plus élevé, est plus que plaisir esthétique. Elle est de donner à vivre. Le grand peintre Guo-Qi du XIe siècle ne disait-elle pas que le nombre de tableaux sont là pour être regardés, mais les meilleurs sont ceux qui offrent l'espace médiumnique pour qu'on puisse y séjourner indéfiniment? En ce séjour d'un autre ordre, le mourir signifie réintégrer l'invisible. Une conviction aussi constante et une telle expérience vécue malgré d'importantes lacunes mérite peut-être qu'on y prête un instant attention. C'est une pièce à verser au dossier du grand dialogue qui s'amorce enfin entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Dans le cadre limité de la présente méditation, je me contenterai d'évoquer les trois notions fondamentales que sont le yin-yang, interaction unifiante, le qi-yang, souffle rythmique, et le sen-yang, résonance divine. Celles-ci, liées entre elles de façon organique et hiérarchique, constituent les trois niveaux, ou les trois degrés, d'un critère à partir duquel la tradition chinoise se propose de juger la valeur d'une œuvre et par là de la vérité du beau en général. Mais, avant de les aborder, il est indispensable de faire un détour, de nous rappeler, sous peine de représentation, ce que nous avons déjà pu dire, sous peine de répétition, ce que nous avons déjà pu dire au sujet de la pensée chinoise et de l'esprit spécifique de sa démarche.
La répétition a ceci d'utile qu'elle permet de confirmer les points importants tout en avançant de quelques pas. Répétons donc les points suivants. À partir de l'idée du Qi, souffle, à la fois matière et esprit, les premiers penseurs chinois ont avancé une conception unitaire et organique de l'univers vivant où tout se relie et se tient. Le souffle constitue l'unité de base et, dans le même temps, il anime continuellement tous les êtres de l'univers vivant, les reliant en un gigantesque réseau de vie en marche appelé le Tao, la voie. Au sein du Tao, le fonctionnement du souffle est ternaire, en ce sens que le souffle primordial se divise en trois types dont l'interaction régit l'ensemble des vivants, à savoir le souffle yin, le souffle yang et le souffle du vide médian. Le souffle yang incarne la puissance active et le souffle yin incarne la douceur réceptive, ont besoin du souffle du vide médian, qui, comme son nom l'indique, incarne le nécessaire espace intermédiaire de rencontre et de circulation, pour entrer dans une interaction efficace et, dans la mesure du possible, harmonieuse. Cet aperçu nous rappelle, si besoin est, que dès le départ, la pensée chinoise dominante, le vide médian chez les taoïstes, le milieu juste chez les confucéens, a cherché à dépasser le dualisme. Aujourd'hui, nous voyons plus clairement ce qui a manqué à la pensée chinoise et ce que la Chine doit apprendre de l'Occident. En revanche, du côté de la théorie esthétique concernant le beau et plus particulièrement la création artistique, la Chine semble avoir connu une grande précocité. Cette pensée ternaire a compris très tôt que la beauté est précisément de nature ternaire. Nous l'avons dit, les Chinois n'ignorent point qu'il existe des beautés objectives, et qu'il ne manque pas d'autres mots moindres pour les qualifier. Mais à leurs yeux, la vraie beauté, celle qui advient et se révèle, qui est un apparaître là, touchant soudain l'âme de celui qui la capte, résulte de la rencontre de deux êtres ou de l'esprit humain avec l'univers vivant. Et l'œuvre de beauté, toujours née d'un entre, est un trois qui jaillit du deux en interaction, permet aux deux de se dépasser. Si transcendance il y a, elle est dans ce dépassement-là. Toujours à propos de l'esprit ternaire, il y a à remarquer que, dans la tradition rhétorique chinoise, puis dans celle de l'esthétique, les notions ou figures vont souvent par paires, formant couple dans un binôme du même type que par exemple Yi-Yang, ciel-terre, montagne-eau. Le binôme est l'expression même de la ternarité, puisqu'il exprime l'idée que porte chacune de ces figures, mais aussi l'idée de ce qui se passe entre elles, leur offrant une possibilité de dépassement. Ainsi, occupant une place dominante, il y a le couple rhétorique Bi-Ching, comparaison, incitation. Plus tard, le couple King-Jing, sentiment, paysage. Le premier couple, Bi-Ching, comparaison, incitation, fait partie de la tradition des commentaires sur le livre des Odes. Cet ouvrage est le premier recueil poétique de la littérature chinoise. Compilé vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, probablement par Confucius, il contient des pièces qui remontent à plus d'un millénaire avant notre ère. L'ensemble de plus de 300 poèmes a suscité quelques siècles plus tard une tradition de commentaires. Les deux principales figures qui forment ce premier couple avaient pour fonction d'analyser les procédés poétiques. Plus que de simples figures rhétoriques, elles sont en réalité de véritables notions philosophiques, dans la mesure où elles mettent en avant le rapport du sujet et de l'objet. Le bi, comparaison, désigne le cas où le poète choisit dans la nature un élément pour illustrer ou incarner ses sentiments ou ses sensations. Donc, un mouvement qui va du sujet vers l'objet. Le qing, incitation,
désigne lui le cas où une scène de la nature suscite dans le fort intérieur du poète un souvenir, une émotion, donc un mouvement qui va vers de l'objet au sujet. Mis ensemble, ils forment un couple donnant lieu à un processus de va-et-vient qui préside à la venue de la poésie, laquelle ne serait purement projection subjective ni purement description objective. Dans l'optique chinoise, la poésie, cette pratique signifiante, est une mise en relation, en profondeur, de l'homme et de l'univers vivant. Ce dernier étant considéré comme un partenaire, un sujet. Le second couple, Qing-Ching, sentiment-paysage, a pris son essor plus tardivement. Il vient, pour ainsi dire, élargir le champ d'application du premier couple, tout en lui donnant un contenu plus dynamique. Ce second couple, en effet, est valable aussi bien pour la poésie que pour la peinture et la musique. Il souligne davantage le rapport dialectique du devenir réciproque entre l'homme et la nature. Le sentiment humain peut se déployer en paysage, et le paysage, de son côté, est doué de sentiments. Tous deux sont pris par un processus de transformation mutuelle et de commune transfiguration. À partir de ces deux couples, qui ont fondé la poétique chinoise, les théoriciens, au cours des siècles, n'ont pas manqué d'effectuer un minutieux travail d'analyse afin de distinguer les genres, les styles, ainsi que les différentes sortes d'inspiration et modes d'expression. Mais ne nous éloignons pas de notre propos principal. Après ce assez long détour par le rappel du fondement de la poésie chinoise et quelques précisions sur la poétique chinoise, le moment est enfin venu d'aborder les trois notions fondamentales que nous avons mentionnées au début, à savoir le yin-yang, l'interaction unifiante, le qi-yang, le souffle rythmique, et le sen-yang, la résonance divine. Selon l'esthétique chinoise, toute œuvre d'art digne de ce nom, plus précisément la peinture et la poésie, se doit de posséder les qualités que désignent ces notions. Elles peuvent donc servir de critères pour juger la valeur d'une œuvre. Ici, un doute nous saisit un instant encore. Peut-on réellement avancer des critères de valeur pour juger d'une œuvre d'art? L'idée commune de « à chacun son goût » ne suffit-elle pas pour décourager tout effort dans ce sens? Par ailleurs, toute œuvre d'art est une forme. Celle-ci peut primer sur le contenu et brouiller les pistes qui permettent de répéter les valeurs authentiques. C'est ainsi que le contenu d'une œuvre peut être exécrable, haineux ou scabreux, d'une violence aveugle ou dénué de toute humanité, et que sa forme peut séduire par des agencements ingénieux, des procédés expressifs. Une telle œuvre est-elle vraiment d'essence supérieure? Se relèvera-t-elle jamais de premier ordre? Tout critère de valeur s'avère-t-il impossible? Et le travail que nous avons effectué pour cerner la vraie beauté demeure-t-il ici inutile? Les Chinois anciens, en tout cas, ne s'y sont pas résignés. Ils ont compris qu'il fallait dépasser le niveau où se manifeste la vérité des formes engendrées par l'art et la variété des goûts dont les hommes font preuve. Qu'il fallait se situer résolument à un niveau plus élevé, plus en amont, plus proche de la source même de la création. Adeptes du Tao de la voix, ils étaient convaincus que la marche de la voix est elle-même une création continue, et que l'homme, par son acte de créer, y participe, et par là gagne sa dignité. Aussi, ont-ils tenté de dégager des notions qui précisent les valeurs nécessaires fondées sur le principe de vie. Notions qui sont, répétons-le, en lien étroit avec la cosmologie d'après laquelle les gestes humains sont réalisés à la gestation universelle. Voici donc les trois notions fondamentales qui constituent un système à 3 degrés. Je les présenterai dans l'ordre organique suivant: yin-yang,
Chi-yung et Sen-yung. 1. D'abord, à la base, le premier degré, le yin-yung, l'interaction unifiante. Cette notion signifie que les éléments qui composent une œuvre doivent être pris dans un processus de continuelle interaction unifiante, condition nécessaire pour que l'œuvre devienne une unité organique vivante. Au sens littéral, elle évoque un état atmosphérique. Lorsque différents éléments, les uns relevant du yin, les autres du yang, entrent en contact et échangent. Ceux-ci s'attirent, s'interpellent, s'interpénètrent pour former un magma, ou plutôt une osmose, d'où émergent et s'affirment les figures, avec les ossatures, chair, forme et mouvement. Métaphoriquement, la notion suggère aussi un acte sexuel, où les partenaires prennent conscience de leurs différences, tout en tendant vers l'union. Tout cela à l'image du Hung-dong, chaos initial, qui contenait en germe la différenciation et qui n'a eu de cesse d'aboutir à l'avènement du ciel et de la terre. Ceux-ci, une fois là, affirment chacun leur être, tout en sachant qu'ils sont complémentaires l'un de l'autre, car ils n'oublient pas leur mélange originaire. Il y a là un perpétuel mouvement dynamique de contraste et d'union qui sous-tend la matière vivante d'une œuvre picturale et qui lui est indispensable. À propos du ciel-terre, je pense à l'idéogramme 1, qui s'écrit en un seul trait horizontal. Ce caractère dans la pensée chinoise représente le trait initial, le souffle primordial, qui séparait le ciel et la terre. Il signifie par conséquent à la fois la division et l'unité. À partir de ce caractère, comment ne pas penser à la théorie de l'unique trait de pinceau cher au grand peintre du XVIIe siècle, Xia Tao. Selon ce dernier, l'unique trait de pinceau, unité de base, implique tous les traits possibles et imaginables. Il incarne à la fois l'un et le multiple, à l'instar du souffle primordial, qui est unité de base et qui anime tous les êtres, détenant l'unique trait de pinceau. L'artiste peut donc aller à la rencontre de multiples, de l'immense, sans jamais se perdre. Au contraire, il est même d'accéder à un ordre supérieur qui est l'incarnation unifiante. Xia Tao a d'ailleurs consacré à la notion du yin-yung un chapitre dans son Propos sur la peinture, en disant que, dans un sens très concret, le yin-yung désigne aussi ce moment décisif où le pinceau de l'artiste rencontre l'encre pour donner naissance à une figure ou à une scène. Dans l'imaginaire artistique chinois, l'encre incarne tout le virtuel d'une nature en devenir, et le pinceau, lui, l'esprit de l'artiste, qui aborde et exprime cette nature en attente d'être révélée. Ainsi, dans le pinceau encre, qui réalise le yin-yung, se noue la charnelle relation entre le corps sentant de l'artiste et le corps senti du paysage. Au total, le yin-yung est bien cette qualité intrinsèque à une œuvre. Un ordre unifiant surgit à l'intérieur même d'une interaction à multiples niveaux entre les divers éléments qui composent une matière, entre la matière et l'esprit, et finalement entre l'homme-sujet et l'univers vivant qui lui-même est sujet. 2. Comme degré intermédiaire, le Qi-yung, souffle rythmique, que soit animé le souffle rythmique, est une des 6 règles établies par Ti He au début du VIe siècle pour l'art pictural. Les autres règles ont trait à l'étude des anciens, au principe de la composition, à l'utilisation des couleurs, etc. Celle-ci est la seule qui touche l'âme d'une œuvre, en ce sens qu'aux yeux de l'auteur, le souffle rythmique est ce qui structure une œuvre en profondeur et la fait rayonner. Ce point de vue ayant été par la suite épousé par la plupart des artistes, que soit animé le souffle rythmique,
est devenue la règle d'or de la peinture et par extension de la calligraphie, de la poésie et de la musique. Si le thème du rythme occupe une place aussi éminente dans l'art chinois, c'est que la cosmologie chinoise, fondée sur l'idée du souffle, a introduit comme naturellement celle du grand rythme dont l'univers vivant serait animé. Toujours d'après cette cosmologie, la pensée chinoise conçoit que le souffle devient esprit lorsqu'il atteint le rythme. Ici, le rythme est presque synonyme de loi interne des choses vivantes, que les Chinois nomment le li. Précisons sans tarder que la signification du rythme déborde largement celle de la cadence, cette lancinante répétition du même. Dans le réel comme dans une œuvre, le rythme anime de l'intérieur une entité donnée, mais il a également affaire à de multiples entités en présence. Il implique l'entrecroisement, l'enchevêtrement, voire l'entrechoquement, lorsque l'œuvre a pour expression le déchaînement, la violence. D'une façon générale, toutefois, le rythme vise l'harmonie au sens dynamique du mot, une harmonie faite de contrepoints et de répercussions justes. Son espace-temps, des points unidimensionnels. Suivant un mouvement en spirale chargé de rebondissements ou de jaillissements, il gagne toujours en intensité verticale, engendrant au passage formes imprévues et échos inattendus. C'est en ce sens qu'au sein d'une œuvre, le souffle rythmique est fédérateur, structurant, unifiant, suscitant métamorphose et transformation. Puisque nous parlons du souffle, il convient de souligner l'importance du vide médian, ou plutôt des vides médians. C'est là que se régénère et circule le souffle. Ces vides médians, larges ou étroits, évidents ou discrets, donnent la respiration à une œuvre. Ils ponctuent les formes et permettent à l'inespéré d'advenir. Je me permets ici de citer des extraits du magistral texte de mon maître et ami Henri Maldinet sur le rythme, tant ils me paraissent à propos. Ouvrez les guillemets. Le retour périodique du même, principe de répétition qu'est la cadence, est la négation absolue de la création d'imprévisibles et indéplaçables nouveautés dont un rythme de l'événement-avènement. Cela à l'image d'une vague. Sa forme en formation, avec laquelle nous sommes en résonance, est le lieu automouvant de notre rencontre, toujours instante avec le monde qui nous enveloppe. Son élévation et sa descente ne se succèdent pas. Elles passent l'une en l'autre. Au voisinage du sommet, alors que notre attente s'accélère, le mouvement ascensionnel de la vague ralentit, mais avant d'atteindre son creux, il s'accélère. Ainsi, les deux moments, ascendant et descendant, sont chacun en précision de soi, dont son opposé. En précession de soi, dont son opposé. Ils ne sauraient s'émanciper l'un de l'autre, sans perdre avec leur coexistence la dimension suivant laquelle ils existent. Les moments d'un rythme n'existent qu'en réciprocité, et son imprévisible avènement. Un rythme ne se déroule pas dans le temps et l'espace, il est le générateur de son espace-temps. L'avènement d'un espace rythmique ne fait qu'un avec la transformation constitutive de tous les éléments d'une œuvre d'art en moment de forme, en moment de rythme. Ce rythme, on ne peut l'avoir devant soi. Il n'est pas de l'ordre de l'avoir. Nous sommes au rythme précédant à lui, nous nous découvrons présents à nous. Nous existons dans cette ouverture en l'existant. Le rythme est une forme de l'existence surprise. Rares sont les œuvres en présence desquelles nous avons lieu d'être. La nef de Sainte-Sophie de Constantinople, les kakis de Mouki, la Sainte Victoire de Cézanne, au musée de Saint-Pétersbourg. Fermez les guillemets. 3. Enfin, au degré le plus élevé, le Sengyong, résonance divine.
Cette expression désigne la qualité suprême que doit posséder une œuvre pour être la première grandeur, être de première grandeur. On la sent difficilement saisissable, tant elle semble suggérer quelque chose d'abstrait et de vague. Les Chinois se gardent de la figer dans une définition trop rigide, considérant la qualité qu'elle évoque comme un état qu'on est en mesure d'éprouver sans pouvoir l'expliciter, tentant néanmoins de la cerner de plus près, du plus près possible. Le Sheng incarne l'état supérieur du Qi, souffle. On le traduit généralement par l'esprit ou l'esprit divin. Tout comme le Xi, le Sen est au fondement de l'univers vivant. Alors que, selon la pensée chinoise, le souffle primordial anime toutes les formes de vie, l'esprit, lui, régit la part mentale, la part consciente de l'univers vivant. Cette conception peut étonner, car dire que l'homme, cet être pensant, est habité par le Seng, semble acceptable par tous. En revanche, affirmer que l'univers vivant est lui aussi habité par le Seng et que surtout il est régi par lui peut paraître suspect à un pur matérialiste. La raison profonde d'une telle conception est que la pensée chinoise ne sépare pas matière et esprit. Elle raisonne en termes de vie, qui est l'unité de base. Elle distingue des niveaux dans l'ordre de la vie, mais ne reconnaît pas de discontinuité, de rupture organique entre ceux-ci. Beaucoup considèrent que le peuple, façonné par cette pensée, était peu religieux, et cela est probablement vrai. Cela n'a pas empêché le bouddhisme, l'islam et le christianisme de s'implanter par la suite en Chine. Mais, à sa manière, ce peuple avait le sens du sacré, un sacré qui n'est autre que celui de la voix, cette irrésistible marche de la vie ouverte. Une phrase, apparemment naïve à force d'être simple, semble pouvoir le définir, phrase contenue dans les commentaires du livre des mutations. Ouvrez les guillemets. La vie engendre la vie, il n'y aura pas de fin. Fermez les guillemets. Ici, la vie a un sens qui dépasse le seul fait d'exister. Elle signifie toujours tout ce qu'elle contient comme promesse de vie. C'est ce principe inaliénable et ouvert qui porte le nom de l'Esprit divin. Comment ce sacré, ce Sheng, qui habite aussi bien l'univers vivant que l'homme, prend-il en charge la souffrance née de sa condition mortelle? Par son exigence et son impartialité, il peut paraître indifférent. Et l'homme, souvent écrasé de frayeur, de douleur ou de haine, peut lui réclamer des comptes, ou lui faire violence. Mais le sacré lui-même n'est pas violence. Avec les artistes, le Sheng entretient une relation de connivence. Le plus grand d'entre eux, poètes et peintres, ont affirmé que le pinceau était guidé par le Sheng. Rappelons que la tradition des lettrés, qui met poésie et peinture à la place suprême de l'accomplissement humain, ne se sépare guère de l'esthétique et de l'éthique. Elle exhorte l'artiste à pratiquer la sainteté, s'il veut que son propre esprit rencontre l'esprit divin au plus haut niveau. La langue chinoise a l'habitude d'associer au Sheng esprit divin, le Sheng sainteté, et le mot composé Sheng, esprit divin sainteté, est là justement pour désigner cet instant privilégié où le Sheng de l'homme entre en dialogue avec le Sheng universel, qui lui ouvre la part la plus secrète, la plus intime de l'univers vivant. En sorte que l'expression résonance divine est à entendre dans le sens de en résonance avec l'esprit divin. L'idée qui en émane est donc d'essence musicale. La musicalité est effectivement primordiale dans l'art chinois. Toutefois, s'agissant de la peinture et de la poésie, l'aspect visuel ne saurait être négligé. Il nous faut, pour appréhender la notion de résonance divine, faire appel à l'idée de vision et à celle de présence. Dans une peinture, le paysage que l'artiste fait naître sous son pinceau peut être altier ou tourmenté, compact ou éthéré,
nimbé de clarté ou pénétré de mystère. L'important est que ce paysage dépasse la dimension de la seule représentation et qu'il se donne comme une apparition, un avènement. Avènement d'une présence, non au sens figuratif ou anthropologique du mot, que l'on peut ressentir ou pressentir, celle même de l'Esprit divin. Avec toute sa part d'invisible, cette présence correspond à ce que les théoriciens chinois appellent le Chang Wai Ti Chang, image par-delà les images. Elle est proche aussi de ce que la spiritualité, Chang, expérimente comme illumination. Lorsque, devant une scène de la nature, un arbre qui fleurit, un oiseau qui s'envole en criant, un rayon de soleil ou de lune qui éclaire un moment de silence, soudain, on passe de l'autre côté de la scène. On se trouve alors au-delà de l'écran des phénomènes, et l'on éprouve l'impression d'une présence qui va de soi, qui vient à soi, entière, indivise, inexplicable, et cependant indéniable, tel un don généreux qui fait que tout est là, miraculeusement là, diffusant une lumière couleur d'origine, murmurant un chant natif de cœur à cœur, d'âme à âme. Je viens de prononcer le mot âme. Il m'évoque la notion de Shiying, dimension d'âme, que nous avons déjà rencontrée dans la deuxième méditation à propos de la rose, et qui est, dans la pensée esthétique chinoise, un peu l'équivalent de notre Zeng Yung, résonance divine. Tout comme le Zeng, le Yi, disposition du cœur de l'âme, est ce dont sont dotés aussi bien l'homme que l'univers vivant. Le Yi-Yin suggère donc une connivence d'âme à âme entre l'humain et le divin, que la langue chinoise désigne par l'expression mo-qi, entente tacite. Entente jamais complète, il y aura toujours un hiatus, une suspension, un manque à combler. L'infini recherché est bien un infini. Le vide qui prolonge un rouleau de peinture chinoise est là pour le signifier. Ce vide mu par le souffle recèle une attente, une écoute qui est prête à accueillir un nouvel avènement, annonciateur d'une nouvelle entente. En vue de celle-ci, l'artiste, quant à lui, est toujours prêt à endurer douleur et chagrin, privation et perdition, jusqu'à se laisser consumer par le feu de son acte, se laisser aspirer par l'espace de l'œuvre. Il sait que la beauté, plus qu'une donnée, est le don suprême de la part de ce qui a été offert, et que pour l'homme, plus qu'un acquis, elle sera toujours un défi, un pari.